Pourquoi est-ce que le RN va voter, selon moi, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute, la motion de censure du NFP. Parce qu'ils ont, pour moi, déjà, ça rentre dans le cadre de toute façon, ils votent aussi l'abolition de la forme de retraite si le NFP le demande, etc. Ils sont dans leur cadre de, malgré tout, respectabilité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans les chichis, dans les partis, dans les tambouilles. Si le texte, il est bien, on le vote, on s'en fout qu'il le dépose. Voilà. Ça, ils ont déjà de ce truc. On en pense qu'on en veut. C'est en opposition à LFI qui, eux, vont dire nous, jamais on votera un texte du RN, même si on est d'accord avec le texte. Au pire des cas, ils s'abstiennent, hein, c'est ce qu'ils font. On l'a vu sur l'abolition de la réforme des retraites proposée par le RN. Comment ça s'est passé. La second truc, c'est a priori, de ce que j'ai pu lire ci et là, et c'est une petite musique qui montait quand même depuis un petit moment, c'est que les électeurs commencent à en avoir marre. Les électeurs du RN commencent à douter du caractère anti-système du RN. Et comme le gouvernement Barnier est très impopulaire, qu'Emmanuel Macron est absolument impopulaire, il a été décidé, apparemment il y a eu une réunion de groupe ce matin de Marine Le Pen. Marine Le Pen a donné comme consigne ce matin même que tous les députés du RN, tous sans exception, soient présents pour le vote. Leur a donné une consigne de vote, paraît-il. Apparemment, elle avait l'air très énervée, très remontée, et elle est partie sur une stratégie, semble-t-il, hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise, semble-t-il, en fait, il faut vraiment qu'on se défasse de l'image de Barnier qui discute avec nous tout le temps, sachant que les gens détestent Barnier. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête les frais de ça. Ça nous fait plus de mal que de bien. Donc, il y a a priori, parce que, alors, bon, c'est peut-être une différence de stratégie qu'il y aurait eu entre une Bardella et une Le Pen d'ailleurs. Il y a peut-être, je sais pas, dans la stratégie de Marine Le Pen, une volonté aussi de faire un recentrage un peu populiste, de se dire, il faut surtout pas qu'on apparaisse comme technique dans les petits papiers et des suppôts d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on réaffirme, ne serait-ce que ponctuellement, notre détermination de secouer le système, quoi. Alors, bien sûr, derrière, le RN défend l'idée selon laquelle motion de censure et fin du gouvernement impliquent, selon eux, destitution d'Emmanuel Macron, puisque nous sommes dans une situation absolument insoluble. Macron ne peut plus rien faire et l'Assemblée est bloquée. Elle pense pouvoir sortir renforcée de cette séquence, notamment peut-être, s'il y avait vraiment destitution d'Emmanuel Macron, je n'y crois pas un instant, gagner l'élection présidentielle. Parce que je n'y crois pas, enfin, je crois qu'elle peut gagner. Par contre, je crois pas que Macron parte avant 2027. On peut tout à fait discuter de ce qui pourrait se passer si c'était le cas, et qu'est-ce qui pourrait pousser Emmanuel Macron à décider de quitter le pouvoir ou à se faire démettre du pouvoir. On peut tout à fait en parler. On sait-on jamais, hein, vraiment. Moi, je pense, on l'a dit, on en a parlé hier, je pense qu'il a tout un tas d'autres atouts dans sa manche pour sortir d'une crise démocratique, tout en imprégnant, en donnant sa patte et en laissant son nom à l'histoire, son obsession. Il a d'autres moyens, notamment, par exemple, nous sortir du fond du cul un référendum sur les institutions. J'y crois vraiment. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum dans ce pays. Il pourrait en faire un qui décide de renverser la table. Ça nous remettrait dans une nouvelle séquence électorale. Et on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Après, concernant les rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron nommerait François Bayrou ou Le Cornu comme Premier ministre, ce sont les mêmes rumeurs que tous les noms qui avaient été lancés, qui avaient été envoyés comme Xavier Bertrand courir dans les rédactions de Paris pour occuper les journalistes et pour prendre la température. Mais ça, je ne pense que ni l'un ni l'autre, a priori, ne le seront. Voilà. Donc voilà pourquoi je pense que le RN va voter sans aucun doute la motion de censure, sachant qu'ils en ont eux-mêmes déposé une.
Ça me paraît absolument certain. Et d'ailleurs, le RN s'en fout. Eux, ils veulent faire pourrir le truc jusqu'au bout. Ils pensent que, ils ont très probablement raison d'ailleurs, que toute aggravation de la situation institutionnelle et de la confiance dans les institutions de la part des Français est pour eux un terreau favorable pour les prochaines élections. Et en ça, ils ont probablement raison. C'est injuste, c'est terrible. C'est vraiment, ils votent pour le loup dans la bergerie. Mais le fait est que c'est malheureusement le parti qui capitalise le plus sur le on en a marre. Donc bon, voilà. Donc je pense vraiment que ce sera le cas, et je pense vraiment qu'ils vont ressortir la ligne ensuite de le loup dans la bourgeoisie. Bah, ce sont des bourgeois eux-mêmes. Je pense vraiment qu'ils vont ressortir le truc de, bah, du coup, Bardella ou personne. Et voilà. Mais par exemple, Emmanuel Macron pourrait faire un référendum sur la sécurité. Ça n'aura aucun sens, mais bon, j'y crois pas trop. Mais vraiment un référendum sur comment sortir de cette crise. Moi, j'y crois de plus en plus que c'est vraiment une chose à laquelle il peut penser et qui couperait l'herbe sous le pied de la gauche. En fait, lui, de toute façon, l'un de ses objectifs, c'est de faire chier la gauche. S'il veut faire chier la gauche, il fait la 6ème République comme lui, il a décidé qu'il fallait la faire. Et nous, on va devoir faire campagne contre. À faire campagne pour sauver la 5ème. Alors que ça fait depuis le début qu'on veut en finir. Vous imaginez le merdier. Hein. Vous imaginez vraiment le merdier. Hein. S'il part là-dedans, c'est trop chiant. Donc on va voir. Il faut savoir que certains députés LR avaient l'air de dire que les carottes sont cuites. Et il paraît, alors figurez-vous, il paraît que Le Cornu a déjà bouffé avec Marine Le Pen pour parler de l'après. Donc ils sont déjà en train de sauver, de défoncer Barnier. Ah. Je crois que ça va reprendre. On va regarder ça. Y a pas de son? Y a pas de son encore? Bon. On va voir ce que ça donne. Écoutez, quand il y a du son, on revient. Faut que je mette d'autres transitions. Vous savez que j'ai d'autres transitions. C'est tout le temps celle-là qui se lance, mais il y en a d'autres. Comment lutter contre un manque de diplôme, sachant que ça prend moins de temps l'éducation, que c'est plus facile d'être moins diplômé? Parce que là, tu penses que... alors, pardon. Est-ce que tu mélanges pas deux choses? Est-ce que tu fais allusion au fait que les moins diplômés votent plus Marine Le Pen? Alors, mes chers collègues, parce que si c'est ça, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes et que les formés feraient en sorte que. C'est parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui s'intersectionnent, qui font que ce sont des populations qui sont plus victimes de mépris, d'exclusion, etc. de machin. Par Madame Mathilde Panot, Monsieur Boris Vallaud, Madame Cyrielle Chaplin, Monsieur André Chassaigne et 181 membres de l'Assemblée nationale. Et d'autre part, par Madame Marine Le Pen, j'espère que je peux me faire DMCA. Et 138 membres de l'Assemblée nationale. C'est pas une question d'intelligence, hein, le vote de gauche. Sur l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par les amendements déposés ou acceptés par le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle m'insupporte, Yael Braun-Pivet? La parole est à monsieur... Elle aussi, je la retiens pour ses tractations avec le RN pour sauver son siège. 10 minutes. C'est public que l'attaque game serait assez lourde, mais je m'en suis déjà pris une pour les débats du second tour. Les débats de la législative. Hein. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Dames les ministres, chers collègues. C'est pas fort. Hein. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Monsieur le Premier ministre. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962.
Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Ne voyez dans cette introduction ni de quoi adoucir votre déception, ni de quoi me glorifier. Simplement, je veux dire toute l'importance et la solennité de ce moment. J'apprécie tout le sérieux et l'ampleur de ce jour. Et je sens une responsabilité d'autant plus grande qu'à l'inverse de Georges Pompidou, la majorité de nos concitoyens n'est ni derrière votre gouvernement, ni encore moins derrière le président qui vous a nommé à cette place. Là, c'est raide pour lui. Hein. Pendant 1 heure, il va se faire enchaîner. La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmise le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Cette malédiction, c'est l'illégitimité. Votre illégitimité absolue devant le suffrage universel. Vous qui êtes issu de la force politique parlementaire qui a eu le plus mauvais résultat aux élections législatives. Ça, c'est vrai. L'illégitimité de la coalition qui était censée vous porter et plus encore, l'illégitimité du programme économique et social puissamment rejeté par les Françaises et Français en juillet 2024. Ce même programme que vous aurez vainement tenté de perpétuer, puisque telle était la mission pour laquelle vous aviez été choisi. Vous, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, Coquerel. Je bafouerais. Je serais très mauvais orateur. Voilà, votre échec était annoncé et il fut finalement cuisant. En témoigne le budget de la sécurité sociale transformé par les amendements du nouveau Front populaire qui ont été adoptés contre votre gré. Mais vous avez esquivé son adoption en jouant la montre, car elle est la dernière arme des gouvernements faibles. Je sais. Par ailleurs, le débat sur le budget de l'État, déserté par vos troupes, a eu lieu en présence de seulement 20 à 30 députés de votre socle présumé commun, qui s'est révélé un dernier bataillon en déroute. Les ministres vont devoir annuler leurs vacances? Bah non, ils vont tous pouvoir partir en vacances. Incapable d'éviter l'adoption des amendements de justice fiscale et sociale portés par le NFP. Un budget transformé contre lequel votre seule parade fut sinon la montre. Lui, il a le seul. Hein. Du Rassemblement lui s'imaginait candidat LR présidentiel 2027. Ciao. Votre chute aussi, car vous n'avez pas tenu vos engagements. Vous disiez que vous respecteriez le Parlement après le record de 49.3 déclenché par les gouvernements précédents pour expédier une politique déjà minoritaire. Nous ne vous avions pas il y a Agnès Pannier-Runacher comme ministre, je la déteste. Motion de censure en octobre. La suite a montré que nous avions eu raison. Vous avez montré que les seuls compromis que vous étiez prêts à admettre étaient ceux négociés avec vous-même. Vous n'avez même pas esquissé le moindre mouvement en faveur des amendements adoptés dans cette Chambre. Ni dans le budget de la sécurité sociale, où pourtant nous réglions une grande partie des déficits des comptes sociaux en faisant, par exemple, cotiser les dividendes. Ni dans le budget de l'État, où pourtant nous apportions 56 milliards d'euros en revenant sur les cadeaux fiscaux faits éhontément aux ultra-riches. Ça n'a pas été dit pendant l'interview de Barnier, mais ça aurait pu. 2017. Or, ces recettes supplémentaires permettaient d'éviter d'augmenter les taxes sur l'électricité ou de pénaliser le pouvoir il est plus chaud que jamais, mon part, là. Et des retraités. Et ces recettes permettaient aussi de réduire le déficit déficit il est en Arabie Saoudite. en dessous de 3%, ce qui libérait directement des marges de manœuvre pour investir dans l'écologie, l'éducation, la santé. Voilà le résultat que vous avez évacué d'un revers de main. Ce résultat adopté grâce au NFP s'avérait pourtant largement préférable à la sueur et aux larmes que vous promettez aux Français au détriment de l'activité économique et de la bifurcation écologique. Pire, vous avez finalement tenté des compromis, mais avec l'extrême droite. Ce Rassemblement national que vous avez privilégié en violation du barrage républicain qui s'est exprimé majoritairement en juillet dernier. Ce barrage dont vous auriez à minima, Monsieur le Premier ministre, dû être le garant. Mais cette compromission n'empêchera pas votre chute. Vous chuterez de surcroît dans le déshonneur puisque vous étiez même prêt à remettre en question l'aide médicale d'État. Je suis d'accord qu'il soit parti loin. Où vos ministres, comme M. Retailleau hier des questions au gouvernement, auraient invoqué des valeurs communes avec l'extrême droite afin d'éviter que ces députés ne votent la censure. Cette aspiration à un front réactionnaire est une insulte vis-à-vis de tous les électeurs. Par contre, il y a Mélenchon. Mélenchon, il a pris sa place là, dans les balcons pour regarder ce qui se passe. Pour faire barrage. Vous vous inscrivez Tout le monde a été bouffé avec lui à midi. Dans cette tendance qui voit dans beaucoup d'autres pays les partisans du néolibéralisme et du marché s'accorder avec l'extrême droite, s'approprier ses idées et mettre en œuvre son programme.
Illégitime, vous l'êtes aussi parce que vous avez refusé d'entendre, après le puissant message du mouvement social de 2023, l'écrasante majorité qui veut l'abrogation de la réforme des retraites. Cette volonté qui s'est exprimée de nouveau en juin dans les urnes. Ah, ça applaudir sur les bancs du PS. Le refus des Français du traité constitutionnel européen en 2005, vous avez aujourd'hui considéré que le peuple avait tort puisque vous estimez avoir toujours naturellement raison. Cette illégitimité remonte à ce passage en force contre la population exigé par le président de la République. Hier, par le 49.3 du gouvernement Borne. Aujourd'hui, par l'obstruction parlementaire organisée par votre gouvernement pour éviter l'abrogation. Pour l'instant, Coquerel, là, il est pixel, hein, j'ai rien à rajouter. Le crépuscule qui tombe sur l'avenir politique du président et dans l'immédiat sur le vôtre. Comme certains de mes collègues ici l'ont fait, je vais vous raconter, chers collègues, mon rapport personnel à l'âge de départ à la retraite. Ah, vas-y. Marcel Mercier était mon grand-père maternel, ouvrier chez Michelin dans la banlieue parisienne. Il part à la retraite en 1969 à l'âge de 65 ans. Il rejoint son pays natal, le pays rouennais. Mais il meurt 6 mois après. En 1980, la gauche arrive au pouvoir et abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. Or, je n'ai jamais pu m'ôter de l'esprit le fait que mon grand-père aurait eu le droit de vivre heureux au moins 5 années supplémentaires. Ça marche Ces toujours. histoires-là, chers collègues, nous les partageons par millions en France. Et nous sommes beaucoup à penser Sandrine Rousseau, elle s'est mise debout, Clémentine Autain aussi. L'épuisement, mais bien le droit de profiter en bonne santé de ces années de vieillesse. Ce choix, il appartient aux travailleuses et aux travailleurs. Et ils disent qu'ils aspirent à un meilleur partage de la valeur plutôt que de travailler 2 années de plus. Voilà ce que vous n'avez pas compris. Ah oui, le RN va parler, bien sûr. Par exemple, que 2 ans de vie valent largement 0,15% de cotisation en plus pendant 7 ans. Ainsi, nous pourrions garantir l'équilibre du régime. Or, à cette préférence, vous n'avez rien d'autre à opposer que les éléments de langage du Coquerel, si, je sais pas, c'est pas clair, je connais pas le dossier, mais moi je me prononce pas trop dessus parce que j'ai entendu des choses et en même temps je sais pas vraiment ce que j'ai entendu. Suffisante pour vous censurer. Enfin, arrêtez ce mauvais coup porté au pays qui consiste à dire « après moi le déluge ». Le chaos est déjà là. Il est politique, économique et social. Ce n'est pas la politique économique que nous voulons qui explique les chiffres catastrophiques du déficit, les plans de licenciement massifs, le chômage qui remonte, l'incapacité à faire face aux besoins en matière d'investissement écologique. C'est votre politique économique et fiscale qui a consisté à appauvrir le pays au bénéfice des ultra-riches et du capital. Et pour le plus grand malheur il a dit le capital, du reste du pays. C'est pourquoi la censure populaire se fait chaque jour plus vive, celle des agriculteurs, des taxis, des salariés d'Auchan, des soignants et demain des enseignants. Votre navire prend l'eau, la colère monte. Cette politique échoue ici et partout en Europe. Il est donc vital de rompre avec elle. Le chaos est déjà là. Je crois que c'est 10 minutes qu'il a lu. Et il n'interviendra pas avec votre chute. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adapté, on appliquera celui en cours. Les cartes vitales fonctionneront toujours et les retraites seront même indexées sur l'inflation, ce qui bénéficie aux retraités. Sans compter que rien n'empêchera un gouvernement de déposer un nouveau budget de la sécurité sociale. Et après votre chute, il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Arrêtez de faire croire que la lumière s'éteindra. La loi spéciale évitera toute shutdown. Elle permettra de passer la fin de l'année en décalant de quelques semaines l'examen du budget pour 2025. Vas-y, mets le lien, ouais, vas-y. Cela ne fera pas payer d'impôts de plus aux Français, puisque cette loi n'aura pas vocation à durer plus de quelques semaines. Il existe une meilleure solution qui respecterait le suffrage universel. Nommer un gouvernement NFP qui pourrait avantageusement amender le budget, qui reviendra le 18 décembre à l'Assemblée. Alors je vous préviens, ces moments c'est trop chiant, c'est plutôt des matinales. Qui avait trouvé une majorité ici même. Il lui restera alors 2 semaines pour essayer de faire passer la partie recette avant fin décembre, comme la loi l'y oblige. Mais il semble que le chef de l'État ne veuille toujours pas cette solution qui contredit les fondements de sa politique au service de la finance. Voilà pourquoi se posera à nouveau et rapidement la question de la sortie de cette
impasse. Cette sortie de crise passera par le suffrage populaire. Elle ne pourra attendre juillet et doit concerner le responsable de tous ces chaos. J'ai nommé le président de la République. Ah, donc il retombe Aujourd'hui, là-dedans. nous votons la censure de votre gouvernement, mais plus que tout, nous sonnons le glas d'un mandat, celui du président. Collègues, notre main n'a pas à trembler. Je vous incite à censurer ce gouvernement. En ce jour, ouvrons un avenir, la promesse d'une aube après le crépuscule. Putain, pixel sur le temps. Hein. Gestion du temps, incroyable. Bon bah, je suis d'accord avec tout, sauf la destitution de Macron où j'ai des réserves. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Marine Le Pen. Il a mis une cravate, ouais. Pourquoi il met une cravate, lui? Pourquoi Wauquiez a le droit à 15 minutes? Pour une durée de 15 Je sais minutes. pas. Ah, c'est le bordel. Putain. C'est moi ou tout le RN est debout en train d'applaudir, là? Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ah oui, c'est ministre, Le Pen qui arrive, Mesdames et oui. Messieurs les ministres, chers collègues. Allez, silence, Nazi, s'il vous plaît. Nous voilà Nazi arrivés au moment de vérité. Je vais me prendre 2 semaines d'exclusion comme de l'obus, moi, faut que Depuis j'arrête. 1962, qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement Ah aussi, bah, je vais éphémère, écouter. Hein. un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement national avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous C'est prendre important au mot de savoir ce qu'elle dit. lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine, et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces 3 objectifs. Nous avons voulu croire, manifestement à tort, que vous ne seriez pas le simple continuateur d'un système rejeté lors des dernières élections, mais un Ça m'étonnerait qu'ils votent pas, du sincère, coup, hein. conscient des souffrances du pays, capable d'appréhender les nouveaux équilibres politiques et de rendre enfin la parole à ces millions de Français ignorés comme effacés de l'esprit des gouvernants. Bah, c'est la question, c'est comment elle Mais va s'en au fil prendre. de ces 3 petits mois, il est apparu que vous étiez en réalité à la tête d'un gouvernement dépourvu de toute assise démocratique, y compris au cœur de votre soi-disant socle commun, un socle par ailleurs miné par les ambitions personnelles et les manœuvres de couloir qui le rongent. Elle qui dit ça, ça me termine. Va très vraisemblablement censurer dans quelques minutes cette illusion d'optique. Vous vous êtes dit surpris de cet épilogue. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est la surprise d'un Premier ministre qui sait mieux que nous que c'est dans ses rangs que l'intransigeance, le sectarisme et le dogmatisme lui ont interdit la moindre concession, ce qui aurait évité ce dénouement. Oh là 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 là. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix de prolonger l'hiver technocratique dans lequel est plongée la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Ah là, il est blessé dans son cœur. La déconnexion des attentes démocratiques, la verticalité des décisions, le refus des consultations et des compromis, en somme, le respect. Oui, il a de fait la full volonté concession du pour peuple le RN, français ça en me matière termine. migratoire, sécuritaire ou fiscale, ou en matière de construction européenne, et ce malgré les résultats sans appel des élections de juin et juillet dernier. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que ce budget s'inscrive dans la continuité des 50 derniers qui l'ont précédé, des budgets de déficit chronique et de gaspillage qui ont porté notre dette à un niveau jamais atteint, 3 300 milliards, dont la facture est invariablement présentée aux Français, sommés d'éponger ces errements. Depuis 50 ans, la France c'est pas a bien perdu d'avoir le un train contrôle de de ses vie finances sur le publiques. budget de l'État Elle s'est ou rendue de l'Europe prisonnière de ces budgets qui délirant. obèrent Ça, c'est désormais vraiment pas son cool. avenir, celui de nos enfants et même de nos petits-enfants. Ils n'ont pas seulement découragé le travail, mais la création de richesses, pas seulement la volonté d'entreprendre, mais la possibilité de le faire. Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français, et singulièrement les plus vulnérables. Les Moi, je pense retraités vraiment qu'elle va modestes, voter la motion de censure. les Hein. personnes malades, les travailleurs pauvres, les Français considérés comme trop riches pour être aidés, mais pas assez pauvres pour échapper au matraquage fiscal. Oh là là. Ces Français qui se posent tous une unique question: où va l'argent? Car comme nous, ils constatent cet extravagant paradoxe.
Toujours plus d'impôts. Elle va être condamnée dans quoi? Dans 2 semaines, elle est condamnée pour détournement, elle, là? Toujours moins de protection sociale. Putain de merde. Dans ce contexte de crise budgétaire et institutionnelle, nous vous avons proposé un contre-budget traduisant 5 choix politiques clairs. Rendre du pouvoir d'achat aux Français, défendre les entrepreneurs, lutter contre les rentes, la spéculation et la fraude. Lutter contre les rentes, oui, bah oui. Recentrer sur ses missions régaliennes, stopper les dépenses contraires à la volonté populaire. Vous avez refusé jusqu'au bout de retenir ne serait-ce qu'une partie raisonnable mais essentielle de ces mesures, pourtant détaillées et chiffrées. Vous n'avez apporté qu'une seule réponse, l'impôt, l'impôt, toujours l'impôt. 40 milliards d'impôts nouveaux, dont 20 milliards pour les entreprises. Bah ça, en vrai, il y a manque vraiment d'impôts sur les entreprises. Elle fait un peu du poujadisme, là, bon. Ce n'est pas le Rassemblement national qui a qualifié votre budget de récessif. Ce sont les milieux économiques. Vous avez même refusé de soutenir l'indexation des retraites sur l'inflation, mesure qui, il y a quelques mois, était un marqueur, voire une ligne rouge du soi-disant socle commun. En fait, les seules lignes rouges qui ont été abandonnées depuis 3 mois, ce sont finalement celles de vos députés. Je voudrais rafraîchir ici, d'ailleurs, la mémoire de certains d'entre eux, car ils semblent comme frappés d'amnésie générale. Messieurs Wauquiez et Attal, oui, allez, vas-y. qui pêle-mêle nous affirmaient qu'il y aurait une règle d'or pour revaloriser chaque année les retraites à hauteur de l'inflation, ou qu'il n'y aurait aucune augmentation d'impôts. Mais j'aime bien quand les gens de droite se prennent la tête, moi. Le tout a été admirablement résumé par l'une de vos députées devenue depuis ministre de votre gouvernement. Hausse d'impôts, disait-elle, diminution des retraites, aggravation du déficit public. Ça, pour le coup, on l'a dit très vite au président de la République, c'est le déclenchement de la censure. Mais le budget que nous rejetons aujourd'hui ne fait pas que renier vos promesses. Il ne comporte ni cap ni vision. C'est un budget technocratique qui continue à dévaler la pente en se gardant bien de toucher au totem qu'est l'immigration hors contrôle. Alors oui, il fallait qu'on y vienne. De s'attaquer à la vie chère en métropole comme en outre-mer. Quel rapport avec le reste? De s'attaquer aux causes plutôt que de parler des conséquences de la vertigineuse glissade sécuritaire et criminelle que connaît le pays. Ça y est, elle y est là, elle y est. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur les Outre-mer, si chers à mon cœur. Oh putain de merde. Manifestement, vous n'avez pas pris la mesure de leur désespoir. Crise sociale due à la vie chère, accès à l'eau potable, insécurité et immigration clandestine. Sur tout cela, vous n'avez rien entrepris. Le budget que nous rejetons aujourd'hui apparaît clairement comme le contraire d'une politique pensée Mme et pesée. fait des chiffres de ouf dans les Outre-mer. Il n'est qu'une comptabilité froide, issue de logiques bureaucratiques. Ils ont même envoyé un député à la Réunion, même envoyé un député RN à l'Assemblée. Sans se soucier des postes et des personnes. En ayant à l'esprit que le mandat que nous ont confié nos électeurs est le sens de l'intérêt national, nous avions éclairé le chemin qui mène au compromis avec 3 balises. Immigration, pouvoir d'achat, sécurité. Ces balises, le gouvernement n'a pas voulu les voir, comme s'il était pour lui déshonorant de chercher en ces circonstances les voies de la conciliation nationale. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Oui, mais du coup, elle joue de ouf sur cette carte. Mais c'est ainsi. Sauf à Mayotte, Mayotte, le RN est loin devant. À ceux qui me croient animé de l'intention de choisir par un vote de censure la politique du pire, je veux leur dire que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement. Bon, maintenant, vous y croyez que Marine Le Pen, elle va voter pour la censure? La France aura un budget. Car comme nous l'avons rappelé, nos institutions nous permettront de voter au plus tôt, avec un nouveau gouvernement, des lois de finances pour 2025. Et d'ici là,
Une loi spéciale que nous voterons évidemment permettra à l'État de continuer à percevoir l'impôt et d'exécuter les dépenses publiques indispensables à la continuité de la vie nationale. En revanche, nous lui évitons la prolongation des tragiques erreurs économiques et fiscales du passé. Bah là, c'est son entretien annuel. Nous permettons par notre défense de l'intérêt qui en fait national, est un entretien à rebours de 40 ans de politique économique toxique dont vous êtes le continuateur, d'éviter le chaos. Il écoute, hein, il attend, il écoute, il prend son papier. La dissolution, nous la devons à la rupture profonde et ancienne entre la volonté du peuple et les réalisations de leurs dirigeants. La censure est la conséquence non seulement des manœuvres électorales des élections législatives qui ont privé la France d'une majorité de gouvernement, mais également du chantage de votre propre minorité qui vous a interdit de trouver les voies de passage avec vos oppositions, ce qui est pourtant le fondement de la démocratie. Enfin, la situation de notre pays, nous la devons aussi à un président qui s'est ingénié sans discontinuer à déconstruire tout ce qu'il pouvait. Donc elle va demander aussi la destitution d'Emmanuel Macron. La préfectorale, la police judiciaire, le droit à la retraite, l'assurance chômage, la SNCF, la souveraineté nationale, les fleurons de notre industrie. Et cette liste n'est pas exhaustive. Alors ça, je m'y attendais pas, Marine Le Pen qui défend les cheminots. Emmanuel Macron s'est attaqué depuis 7 ans à tous les murs porteurs de l'État et de la nation et a terriblement affaibli la fonction présidentielle, clé de voûte de l'édifice institutionnel français. Parce qu'une logique constitutionnelle le commande. En attendant que le peuple reprenne la parole et la main, c'est au chef de l'État et à lui seul qu'il appartiendrait de sortir le pays de cette pathétique ornière. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême, de déférence à l'égard de nos institutions, de révérence vis-à-vis du suffrage universel, pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Ah, donc elle refuse la destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval qui, sans nul doute, se reconnaîtront. Ok, donc là, elle botte en touche, pas de destitution. Ok. Ouais, bah écoutez, on s'est trompé. Hein. C'est à l'intéressé lui-même de conclure s'il est en mesure de rester ou pas. C'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. Ah ok, donc nous, pas de destitution, mais lui, il faut qu'il démissionne. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que dans son cas, je crois, définitive. S'il décide de rester, il sera contraint de constater qu'il est le président d'une République qui n'est plus tout à fait, par sa faute, la 5e. Il devra se résoudre, enfin, au respect de l'Assemblée nationale élue, au respect de tous les citoyens sans exception et évidemment au respect des logiques démocratiques. Alors mes chers collègues, aujourd'hui où la censure nous apparaît comme une nécessité pour mettre fin au chaos, pour éviter aux Français un budget dangereux, injuste et punitif qui de surcroît aggrave les déficits, les institutions nous contraignent à mêler nos voix à celles de l'extrême gauche. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, tant les idées de l'extrême gauche et de la gauche extrémisée sont dévastatrices pour l'unité, la sécurité et la prospérité du pays. Il se passe des papiers. Et tant leur comportement est terriblement éloigné de l'idéal français et du respect de nos institutions. Boris Vallaud qui va parler juste après, gros révolutionnaire. Ces institutions nous contraignent aujourd'hui à utiliser le NFP comme un simple outil pour éviter l'application d'un budget toxique. Mais contrairement à ce que vous avez fait en juin dernier, nous ne les envisagerons jamais comme des alliés. Car oh, t'inquiète pas, ils n'ont jamais envisagé qu'on soit des alliés. Hein. Les Français n'oublieront pas que si tant de députés insoumis siègent sur ces bancs, c'est grâce au désistement des candidats macronistes et LR. LR, ouais. Bah, LR, non. Les députés macronistes et LR siègent sur ces bancs. C'est grâce au désistement de candidats insoumis, n'est-ce pas, monsieur Wauquiez? Puis alors, on va dire ça à Wauquiez, bon. Quoi qu'il advienne, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Wauquiez, mais pas sa compromission avec le NFP. Ça fait pas partie de la liste. C'est la vocation même de la France, d'ailleurs, de renouer avec le sursaut et la grandeur.
Je veux dire à ceux qui souffrent et qui désespèrent que le temps n'est plus très loin, avant que ne se profile la grande alternance, cette grande alternance que nous appelons de nos vœux et qui sera synonyme pour tous les Français de délivrance. Ce jour viendra bientôt, peut-être très vite. Ce sera là le véritable choc d'espérance qu'attend la France. Je vous remercie. Ciotti, il rigole, ça me termine. Merci beaucoup. Ah non, je pense pas que ce soit la misogynie qui nous évite sa présidence. Parce Merci que beaucoup. La parole... même les plus misogynes ont voté Mélanie, par exemple. La parole est à présent à Monsieur le Président Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Voilà les sauces mous. C'est avec gravité que je me présente devant vous, dans un sentiment mêlé de colère, de déception, d'inquiétude, et avec une totale incompréhension. Au moment de la constitution de votre gouvernement, vous aviez annoncé une nouvelle méthode, revendiqué une culture, celle du compromis, et fait la promesse de la concertation. Vous nous aviez également assuré au moment de son dépôt pas la gauche. Que votre projet de budget de la sécurité sociale était perfectible. Nous vous avons pris au mot, soucieux de l'intérêt général, de l'intérêt de la France et des Français, désireux de faire vivre ce parlementarisme auquel nous sommes attachés. Dans la fidélité aux engagements pris devant Pour moi, nos si électeurs, lui il va défendre une motion de censure, l'aile droite elle vote, même l'aile droite du PS vote avec. Mais également, pourquoi tu dis en quelques autres occasions avec d'autres, voulu améliorer votre budget de la sécurité sociale, en partant des besoins des Françaises et des Français, en défendant quelques principes simples, exonérer les classes populaires, les malades et les retraités des efforts d'économie demandés, soutenir l'hôpital à la peine et les hôpitaux exsangues avec des ressources nouvelles, faire de la prévention une priorité pour améliorer durablement la santé des Français, répondre enfin au défi du grand âge alors que nous attendons depuis 8 ans une loi jamais présentée. Nous avons en commission et dans cet hémicycle défendu ce chemin, cherchant pas à pas des compromis et posant devant chaque dépense nouvelle ou chaque économie que nous réfusions, des prélèvements sociaux justes, équilibrés, efficaces sur le plan sanitaire, économique, social. Vos prédécesseurs, il faut le dire, vous ont privé de 40 milliards de cotisations par an depuis 2017. Monsieur le Premier ministre, à aucun moment, vous nous avez laissé améliorer votre projet. Il est injuste et inefficace. Il fait payer les malades, appauvrit les retraités, fragilise l'hôpital et ne prépare pas le pays aux défis de la société du vieillissement. Vous nous avez refusé la possibilité d'aller au bout de son examen et être demeuré obstinément sourd aux propositions encore formulées lors de la CMP. Nous n'avons jamais, pour ce qui nous concerne, été dans le tout ou rien. À aucun moment, aucun, vous n'êtes entré en dialogue avec l'opposition de la gauche et des écologistes, ni n'avez donné suite à aucune de nos propositions, que ce soit à l'occasion du débat parlementaire que vous avez déserté, ni à la suite des courriers que nous vous avons adressés et demeurés sans réponse, ni lors de notre récente entrevue à votre invitation pourtant. Lors de cette entrevue, vous avez eu cette confidence saisissante. Je connais vos propositions, certaines sont intéressantes, mais je ne peux pas prendre le risque de fracturer mon socle commun. Ah bah. Toute votre énergie était donc consacrée à apaiser les ambitions de M. Attal, à contenter M. Wauquiez, à vous assurer de la bienveillance de Mme Le Pen. Je comprends que c'est d'abord entre eux et avec eux qu'il vous a fallu trouver des compromis. Cette motion de censure, c'est d'abord votre échec, l'échec de la méthode Barnier. Elle n'aurait été en définitive qu'un bruit qui court. Mais il y a plus grave. Le 7 juillet dernier, des femmes et des hommes, unis dans l'idéal d'une république laïque, sociale, fraternelle, épris de justice et de démocratie, comme à chaque fois que l'histoire l'exige, se sont retrouvés pour défendre l'essentiel et empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
les députés, vous, chers collègues, élus par l'élan démocratique de ce front républicain, n'étaient tenus que par une seule promesse, une seule loyauté, un seul engagement, ne rien céder à l'extrême droite. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, c'est avec le seul Rassemblement national que vous avez engagé des discussions, qui, loin de se borner aux questions budgétaires, cède aux plus viles obsessions de l'extrême droite. Une nouvelle loi immigration après la débâcle politique et morale de l'an dernier et une réforme de l'aide médicale d'État pendant des semaines. Et hier soir encore à la télévision, vous êtes enfermés dans un tête-à-tête humiliant avec elle. Monsieur le Premier ministre, il est manifestement devenu plus convenable de parler avec l'extrême droite qu'avec la gauche. Et nous ne pouvons nous résoudre à cela, comme nous ne pouvons nous résoudre à la trahison du front républicain qui justifie à elle seule cette motion de censure. Et je m'adresse à vous, non, collègues c'est pas un du bot à socle bulletin commun. secret. N'êtes-vous vraiment pour rien dans ce qui se joue? C'est des bulletins papier où il y a des codes barres et du coup après le dépouillement tu peux scanner les codes barres pour savoir qui a voté pour. La censure de votre silence, la censure de votre défense obstinée d'une politique qui a échoué et que les électeurs ont rejetée. Vous n'avez été définitivement que dans la défense du bilan. Tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Cette motion de censure, ceux qui la déposent prennent en effet la responsabilité d'affirmer leur capacité de gouverner. Et nous revendiquons à gauche de gouverner et de nous engager sur les chantiers prioritaires que nous avons défendus avec le nouveau Front populaire devant les électeurs. Mais je sais aussi que le vote des Français n'a pas décidé de majorité. On pourra savoir si un ancien président a voté la censure du gouvernement de son ex-ministre. Nous en avions même pris acte en août dernier dans un courrier signé par l'ensemble des présidents du groupe du nouveau Front populaire auquel vous n'avez jamais répondu. Nous nous faisions déjà les garants d'une nouvelle méthode et de la recherche de majorité texte par texte. Certains redoutent le changement d'alliance. Je les rassure, nous plaisons le changement de méthode. Un chemin de dialogue et d'action concrète. Bon bah il coupe court à la rumeur qui dit le PS va nous sauver. C'est le contrat, je le dis, qui nous lie à nos électeurs qui espèrent de la gauche un changement dans leur vie. Bah moi voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Ce serait des plans sociaux qui suicidaire pour le PS de faire autre chose à cette heure-là. Je pense aux chômeurs, aux jeunes, aux familles en grande difficulté accablées par votre budget, aux fonctionnaires, aux enseignants, aux soignants, dont les conditions de travail vont se dégrader, à tous ces Français modestes d'Hexagone et de l'Outre-mer qui peinent à envisager l'avenir écrasé par le poids du quotidien. Non, il y a une partie des insoumis aussi qui disaient non mais vous allez voir, le PS ils vont pas voter, les traîtres, blablabla. Encore vu sur Twitter tout à l'heure. La délivrance d'une hypothétique nouvelle élection. Enfin, ça serait absolument débile maintenant là. En avant vaut mieux que 1000 programmes et préfère l'action même imparfaite au verbe s'il est impuissant. Un Premier ministre de gauche conduisant la politique de la nation en cohérence avec la volonté de changement des électeurs qui nous ont fait confiance et une assemblée qui cherche des compromis et les majorités les plus larges autour de quelques priorités. Voilà, par contre, il dépose son CV pour être le prochain. Ouais. Ça y ressemble beaucoup. Nous appelons un accord de non-censure pour gouverner sans 49.3. Nous pouvons convenir ensemble, tout président de groupe ayant bénéficié du Front républicain, d'un accord de méthode pour y parvenir. C'est une construction politique difficile, je le sais, mais c'est la seule possible et raisonnable devant nous. Mes chers collègues, le pouvoir n'est plus à l'Élysée, le pouvoir n'est plus à Matignon, le pouvoir est ici, à l'Assemblée nationale. Et ceux qui, comme moi, définitivement, croient au Parlement, à ceux qui espèrent du réveil démocratique, à ceux qui espèrent d'une 6e République, je le dis, la voici. Oui, nous pouvons changer de budget, changer de Premier ministre et changer la vie. Et trouver un chemin pour cela. Je crois dans le génie de la démocratie, mais elle a besoin de démocrates sincères, de républicains ardents. Après, c'est Laurent elle a besoin de parlementaires adultes. Chers collègues du bloc central qui vociférez, je le dis avec gravité. En vrai, ce qui m'intéresse, c'est de Courson. Est un appel au sursaut moral. Attal, on l'écoutera pas. Hein. La majorité de compromis que vous avez voulu s'est transformée en un sinistre gouvernement de connivence avec l'extrême droite que vous subissez et qui désormais vous achève. À tout républicain authentique, le prix à payer est devenu beaucoup trop élevé.
Le choix qui est devant vous est désormais clair. Préférez-vous négocier avec une gauche au pouvoir que certains jugent imparfaite, mais avec laquelle vous partagez la plupart des combats républicains? Je pourrais pas être député, être obligé de porter des pantalons aux injections de Madame Le Pen. Que préférez-vous? La laisse et le bâton du Rassemblement national ou la responsabilité républicaine au prix de négociations parlementaires exigeantes? Nous vous demandons d'être à la hauteur de la France et d'entendre des aspirations à la fraternité du pays. Je pourrais pas être député non plus parce que devoir écouter tout ça pendant 3 heures. La ce n'est pas de continuer de livrer le gouvernement aux maîtres chanteurs de l'extrême droite. Le bon sens, ce n'est pas de régler la crise budgétaire en poursuivant la politique qui l'a mise en cause. Cette motion de censure n'est pas une fin en soi. Notre responsabilité est de présenter une issue et des solutions. Je les ai esquissées. Les socialistes y prendront leur part. Nous pouvons sur cette base nous retrouver dès demain. Cette motion de censure n'est pas non plus un outil qui vise à la déstabilisation et au chaos institutionnel. Cette motion de censure n'est pas... C'est pour retrouver le chemin du progrès, du dialogue républicain, pour donner à la France un budget juste. Et aux Français, cette motion, c'est pour gouverner, sans plus jamais négocier avec l'extrême droite. Bah, ça dure un quart d'heure au total. C'est pour donner au gouvernement stable à la France. Ça va être plus court après. Un gouvernement non, ça va être plus long. Non, pardon, c'est 10 minutes, lui. Pour exercer son autorité et ne pourra la trouver que de cette assemblée. Voilà, il n'y a aucun LFI qui applaudit. La France et la République dans la fidélité au meilleur de son histoire. Il n'y a que le PS qui applaudit le PS. Ah si, il y a quelques-uns quand même. Ah si, j'ai rien dit. C'est un peu long. Chikirou, elle applaudit pas. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Wauquiez pour le groupe Droite républicaine pour une durée de 15 minutes. Oh là là. Oh. Bonjour. Ils échangent les verres d'eau. Toute la gauche se tire. Ouais, bah. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Le temps de parole, c'est basé sur. Il y a 2 mois. Les temps de parole, je sais plus, il y a des règles compliquées. Devant vous, j'évoquais les phrases de Georges Pompidou. C'est au poids des groupes, non? Le 5 octobre 1962, faisant face à une motion de censure, il de tout renverser. Le mauvais génie d'autrefois, disait-il, qui hantait à nouveau l'hémicycle. Ici même alors, le 5 octobre 1962, un gouvernement, pour la première, et jusque-là la dernière fois de la Ve République, tombait avec une coalition des contraires, celle de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Je me souviens encore des propos sur les bancs de la gauche. Lorsque j'évoquais, il y a 2 mois, cette réalité, et vous disiez, nous, jamais avec le Rassemblement national. Et je me souviens... lui, il vote dès demain avec le RN tous les jours. Madame Le Pen sur vos rangs, là, c'est inacceptable. Vous disiez, jamais avec la France insoumise. Eh bien, nous y voilà. Nous y voilà, ça commence à faire quelques fois maintenant. Vous faites semblant ici de vous injurier les uns les autres et vous vous apprêtez juste à voter les uns avec les autres. Vous vous apprêtez à voter ensemble pour faire tomber un gouvernement. Oui. Est-ce une surprise? Non. Je ne le crois pas. Non plus. Cette jonction de la France insoumise et du Rassemblement national, on la voyait déjà à l'œuvre depuis quelques semaines. Bien sûr. Lorsque vous tentiez d'abroger la réforme des retraites sans les financer. C'est vrai que moi j'aurais voulu. Ce mauvais génie d'autrefois, le voilà revenu parmi nous aujourd'hui. Et pour la première fois, tout le monde doit mesurer la gravité de ce moment. Il y a 2 points de détail qui les met d'accord. Vous, il y a tout le reste. Bon. Un gouvernement risque d'être renversé. Et alors? Alors oui, bien sûr, nous avons tous conscience de la situation politique extrêmement difficile. Oui, ils ont un seul élément de langage. Il n'y a pas dans cet hémicycle de majorité. Oui, bien sûr, la France traverse une situation trouble et confuse. Mais le choix, lui, que vous avez à faire, il est parfaitement clair, celui-là. Le choix que nous avons à faire, chers collègues, il est parfaitement clair. Et il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 choix possibles. Vas-y. L'intérêt du pays ou l'intérêt des partis.
le choix de la responsabilité ou le choix du chaos. C'est marrant, je pense la même chose. Le choix de la solution ou le mais choix pas du comme désordre. lui. Les Français n'attendent pas, bien sûr. Et nous le savons tous. Ils n'attendent pas de miracle dans cette période. Ils attendent en revanche que nous fassions du travail utile. Ce choix, Monsieur le Premier ministre... Ouais, il y a un truc que j'attends pas en ce moment, c'est les repas à 100 000 € payés aux frais de la région. Que vous avez fait depuis ça, moi, 3 par mois. exemple, j'attends pas ça en ce moment. Tu vois. Avec dignité, avec respect, avec droiture. Et je veux vous rendre hommage parce que ce comportement contraste tellement avec le visage qu'offrent certains ici sur les bancs de cet hémicycle. Vous vous êtes employé à éteindre l'incendie budgétaire dans un pays en faillite. Vous vous êtes employé avec Bruno Retailleau à remettre un cap dans notre politique de sécurité. Vous vous êtes employé à ouvrir des chantiers importants. Alors, envie de devenir Premier ministre, il avait déjà été suggéré. Je pense à la volonté de reprendre la main sur l'immigration irrégulière, avec la volonté de rétablir le délit de séjour irrégulier. Je pense à la volonté de remettre davantage de justice entre le public et le privé, avec le débat salutaire sur les jours de carence. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez essayé dans cette période de porter un choix de responsabilité. Avec les parlementaires de la droite républicaine, avec Mathieu Darnaud et la majorité sénatoriale, nous avons fait aussi ce choix de responsabilité en vous soutenant. Et nous avons fait des propositions comme le Premier ministre le souhaitait afin d'améliorer le budget. Et je veux remercier ici le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, qui a fait un travail courageux dans cet hémicycle. La censure, Nous avons ouvert. Là, Wauquiez parle pendant un quart d'heure, après Châtelain 10, le chantier de la lutte Fesneau contre la 15, bureaucratie Marcangeli 10, administrative. 35, 45, contre ces myriades d'agences 55, administratives si 45, coûteuses, à dans 2 l'origine heures. des normes qui épuisent les Français. Ça va être vers 19h30. Nous avons porté avec Yannick Neuder et Thibault Bazin l'idée essentielle de la revalorisation du travail. En proposant le plafonnement des aides sociales. Il y a Éric Ciotti qui va parler aussi. Et en ouvrant le chemin Moi, pour j'ai une très envie réforme d'entendre avec Éric une fusion Ciotti dans parler une aide des sociale LR. unique, indispensable. Garder le social, arrêter Il reste combien de personnes? Alors après Cyril Châtelain, Marc Fesneau, Laurent Marcangeli, Charles de Courson, Nicolas Sansu. Ah, je l'aime bien, lui, je l'ai vu à GDS communiste. Après Éric Ciotti, après Gabriel Attal, ça va durer une vie, et Stella Dupont. Bien sûr. Est-ce que notre pays peut encore se payer de perdre le luxe de semaines d'instabilité gouvernementale alors qu'il y a tout à rebâtir? Sûrement pas. Et nous voilà tous, même si vous éructez... Ça finit à 22h, non, ça finit à 21h, 21h30. Dans 4 heures. Chacun fera évidemment son choix en son âme et conscience. Mais ce choix-là, vous le porterez surtout devant les Français. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas accepter ici. On ne peut pas accepter, comme vous vous employez non, ils n'ont pas tous dit un quart d'heure. Sur ces derniers jours, on ne peut pas accepter que vous expliquiez que la motion de censure... Après, les autres, ils ont pour la plupart 10 minutes ou 5 minutes. Avec la légèreté avec laquelle vous le faites, sauf Gabriel Attal, la censure n'aura pas de conséquences. qui a 35. On ne et peut Marc pas mentir Fesneau, aux Français qui a en disant 15. qu'il n'y aura pas des conséquences. Les autres, c'est 10 ou 5. Là, c'est surtout 10 en fait. 5, c'est juste la dernière. Il y aura des conséquences. Et ces conséquences seront payées par les Français. Proportionnel à la taille du groupe, je pense, parce que la non-inscrite a que 5 minutes. La majorité a 35. La censure, ce que vous appelez bullshit. La censure, ça va être l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Tous ceux dont vous vous moquez, les 18 millions de Français qui vont payer ce fameux bullshit que les députés du RN balayent d'un revers de main. Ces 400 000 travailleurs qui vont devenir imposables, mais qui visiblement sont le cadet de votre souci sur les bords du Rassemblement national. Voilà la façon dont vous défendez la France qui travaille. Et une fois encore, Madame Le Pen, ce sont eux qui paieront les conséquences de votre légèreté et de votre irresponsabilité. La censure. C'est pas la censure, Madame Genevard. Un équilibre entre opposition et majorité. C'est la fin des aides d'urgence pour les agriculteurs. Voilà. C'est la fin de tout ce que vous avez cherché à construire ces dernières semaines. Alors eux qui défendent les agriculteurs, la fin des qu'ils demandent aujourd'hui. La fin des exonérations de taxes.
Oui. La fin de la revalorisation des retraites des agriculteurs pour des agriculteurs qui travaillent dur et touchent des retraites de misère. Tombe pas les couilles les agriculteurs. Il est facile d'aller sur les ronds-points pour soi-disant flatter les agriculteurs quand on les abandonne ensuite dans l'hémicycle, ici. La censure. Si demain matin on a déjà un nouveau Premier ministre, c'est incroyable. Pour sauver nos maisons de retraite de la faillite. La censure, c'est l'abandon du cumul emploi-retraite qui permettrait de lutter contre la désertification médicale. La censure, et ça vous gêne, c'est renoncer aux augmentations d'effectifs de gendarmes, de policiers, de magistrats, si indispensables quand la sécurité doit être notre priorité. La censure, ah non, Wauquiez, il censure pas. La loi de programmation militaire, alors même que l'Europe est menacée à ses frontières. S'il y a une des personnes de toute la liste qui doit défendre qui va continuer à filer. La non-censure, c'est lui. La France, avec tout ce désordre que vous avez conjointement installé. Même Attal, il n'aura pas un discours. Normalement, Attal, son discours, ça va être. Taux supplémentaire. On n'est pas d'accord avec tout, mais on est responsable. C'est 30 milliards d'euros de dettes supplémentaires et d'intérêts dans les années qui viennent. C'est 3 fois le budget de la justice. La censure, et visiblement, ça vous gêne. C'est l'aggravation de la crise immobilière. C'est la fin du prêt à taux zéro au moment même où le marché de l'immobilier s'effondre, mettant en péril nos artisans et nos entreprises. La censure, c'est l'incertitude économique pour tous ceux qui prennent des risques. C'est l'incertitude pour les entreprises, c'est l'incertitude pour les PME, c'est l'incertitude pour les commerçants, c'est l'incertitude pour les artisans, c'est l'incertitude pour les professions libérales. Vous n'en avez même pas dit un mot, Madame Le Pen. Oui, le pire, c'est qu'elle en a parlé. Cette incertitude, c'est celle des Français qui vont hésiter à consommer demain. Et je prends date aujourd'hui. Moi, ça me fusille, hein, Marine Le Pen, d'ailleurs, candidate des autres entrepreneurs. Vous allez enfoncer la France dans une crise économique et financière. La censure, c'est la chaussure. Et vous en porterez la responsabilité devant les Français, parce qu'ils se souviendront de ceux qui ont allumé la mèche. La censure, c'est l'Exarlax. Un pays a besoin de stabilité. La censure, c'est les chaussures. De stabilité, il a besoin d'un budget, il a besoin d'un gouvernement. Rien n'est pire pour une économie sûr. que l'incertitude. La censure, et c'est sans doute le plus grave parce que c'est l'image que vous offrez aujourd'hui, c'est faire perdre à notre pays son dernier atout. Ah. La France pouvait au moins compter sur la stabilité de ses institutions. Oh putain, mais arrêtez avec ce truc de la stabilité. Sur ces deux bancs, de la plonger dans l'instabilité. Cette stabilité de nos institutions, c'est ce qui nous a stabilité, toujours ferme ta gueule en fait. Même dans les crises les plus graves, notre pays demeurait gouvernable. Nous dansons au-dessus d'un volcan et vous nous proposez de faire regardez, en direction de l'instabilité la Corée du Nord, c'est très gouvernable. Hein. L'agonie de la 4e République. Vous vous apprêtez à ouvrir la boîte de Pandore. C'est très stable comme régime. Hein. De l'instabilité gouvernementale. Vous réveillez les vieux démons qui viennent de l'extrême gauche de la politique française. Ceux de l'impuissance, de l'instabilité ministérielle et de l'incertitude économique. Et si encore vous aviez des solutions, parce que vous proposez le blocage sans solution. Ah non, si, les solutions, ça s'appelle la collectivisation du moyen de production. Il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant l'abolition de la rente. C'est ça la vérité. Et le travail forcé pour les gens qui ont des cheveux de droite. Pendant que se joue cette comédie d'une insoutenable légèreté, qu'est-ce qu'on a entendu ? Vous ne nous avez pas assez traités. Voilà ce qu'on a entendu. Vous ne nous avez pas assez traités. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous vous apprêtez à jouer avec le destin de la France, que vous vous apprêtez à faire tomber un gouvernement parce qu'on ne vous a pas assez traité. Et c'est cela être à la hauteur des enjeux. Voilà l'image que vous offrez. Alors je n'oublie rien de la responsabilité qui est celle de la France insoumise. Allez ! Je n'oublie rien du danger de ceux qui veulent autoriser l'apologie du terrorisme. Ah oui, bon oui. Non mais attends. Du danger de ceux qui nous on veut autoriser le terrorisme tout court. Détestable avec l'antisémitisme. Ah bah oui. Je n'oublie rien du danger de ceux qui ont trahi Jaurès et Clémenceau. Wauquiez qui défend Jaurès, MDR. C'est que sans vos voix, Madame Le Pen, la France insoumise ne pourrait rien. Ah, le zinzin. Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter. Vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les policiers d'assassins. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les terroristes de résistants. La réalité, Madame Le Pen,
Et honnêtement, la dignité vous imposerait un autre comportement dans cet hémicycle. La réalité, Madame Le Pen, c'est que quand on lit le texte de la motion de censure, on comprend l'hypocrisie qui est derrière. Juste le texte de cette motion de censure. Laurent Blum se retournerait dans sa tombe. Un texte qui dénonce les plus viles obsessions de l'extrême droite. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique qu'il ne faut pas revenir sur l'aide médicale d'État. Et vous allez voter cela. Un texte qui explique, qu'il ne faut pas de loi d'immigration plus ferme. Et vous allez voter cela. Voilà, Madame Le Pen, ce que vous allez faire. Voilà vous rendez-vous compte en sont réduits dans cet hémicycle. Vous trahissez votre programme qui m'est si cher. Dans un parcours politique, il y a toujours un moment de vérité. Il y a des moments où on ne peut pas duper, on ne peut pas esquiver, on ne peut pas feindre. Des moments où il faut choisir entre un intérêt personnel, Madame Le Pen, et l'intérêt du pays. Des moments où il faut choisir on aurait pu être racistes ensemble et le sens de l'État. Et vous préférez les terroristes d'extrême gauche. Je n'ai jamais été de ceux qui vous diabolisaient. Je n'ai jamais été de ceux qui vous donnaient de leçons de morale. Jamais. Et c'est censé être une bonne chose, ça. Plus de force aujourd'hui. C'est censé être une bonne chose, c'est un fou de dire ça. Sévèrement le choix que vous vous apprêtez à faire. Les Français jugeront c'est un fou, c'est un zinzin de ceux qui prétendent vouloir redresser le pays et font aujourd'hui le choix du désordre. Les Français jugeront sévèrement ceux qui voulaient se montrer responsables et vont faire le choix de l'irresponsabilité. Les Français jugeront sévèrement ceux qui prétendaient incarner l'ordre et qui vont faire le choix du chaos. Emmanuel Macron porte peut-être seul la responsabilité de la dissolution, mais vous allez porter avec la France insoumise la responsabilité de la censure qui va plonger le pays dans l'instabilité. Alors je vous le dis une dernière fois, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, il est encore temps. Ressaisissez-vous et changez votre choix. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ressaisissez-vous parce que sinon nous nous souviendrons longtemps de ce jour désolant. Nous nous souviendrons longtemps, Madame Le Pen, qu'une alliance des contraires portée par le cynisme a plongé notre pays dans l'instabilité. Ressaisissez-vous parce qu'il est toujours temps de faire le choix de la France. C'est nul, il est nul. Ah là là, regardez-moi tous ces capots là. Putain. Merci beaucoup. La parole est à présent Madame la Présidente Cyrielle Patelin pour le groupe écologiste Kenazi, putain de merde. Pour une durée de 10 minutes. Je sais pas ce qui se passe, c'est Jean Massier, mais ici on rigole. Putain de merde. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je souhaite m'adresser à celles et ceux qui nous regardent. Peut-être ne souhaitent-ils pas la censure de votre gouvernement, mais tous sont inquiets. Tous se demandent ce qu'il adviendra demain. Alors qu'ils en soient assurés, la décision du groupe écologiste et social et de ses partenaires du Nouveau Front Populaire de censurer votre gouvernement a été prise en conscience et avec gravité. Nous en connaissons les conséquences. Une France de nouveau sans gouvernement et avec un travail budgétaire à reprendre presque du début. Pourtant, on verra. Notre main ne tremblera pas au moment de voter la censure. Moi, je suis pour qu'on voit. Car plutôt que de subir encore et encore une mauvaise politique, faite de coupes budgétaires aveugles et de concessions à l'extrême droite, nous souhaitons nous donner une chance de tout recommencer, d'enfin changer le contenu des politiques et de manière de faire de la politique. Nous ne nous résignons pas au pire et nous choisissons de croire que le meilleur est encore possible. Cela peut vous sembler illusoire et naïf, car après cette année de présidence d'Emmanuel Macron, toute lueur d'espoir se sent peu à peu asphyxiée. Il a jeté à la poubelle les propositions de la Convention citoyenne. Il a caché les contenus des cahiers de doléances. Il a envoyé la police sur les gilets jaunes. Il a cherché à dissoudre les soulèvements de la terre pendant que les milices d'extrême droite manifestent dans nos rues. Il a calmé les agriculteurs par des fausses promesses. Il a dissous l'Assemblée par tactique politique et il a refusé le résultat des élections.
Merci. Merci de rappeler tout ça. Refusant sa défaite dans les urnes, Emmanuel Macron nous entraîne dans l'impasse. S'appuyant sur un accord avec Marine Le Pen, il a cherché à maintenir sa politique quoi qu'il en coûte. Cela vous a permis, Monsieur le Premier ministre, d'être nommé et d'arracher 90 jours à la tête de l'État. Cela a permis à Marine Le Pen de gagner du temps pendant le procès pour lequel elle est accusée d'avoir organisé un système de détournement d'argent public au profit de son parti. 90 jours gâchés. Votre erreur, Monsieur le Premier ministre, est d'avoir pensé que Marine Le Pen vous laisserait faire un budget, qu'elle se refuserait à vous censurer. Et vous, crédules, vous l'avez cru, et peut-être que vous la croyez encore. Et vous vous êtes abaissé de compromis en compromission. Oui. Mais la réalité, c'est que la censure de ce budget était bien évidemment écrite d'avance. Le sursis qu'elle vous aura donné n'était qu'un nouveau subterfuge d'un parti politique qui ne fait que des coups et qui, en fait, finalement, a son timing qui est accolé à celui de ses poursuites judiciaires. Mais la politique ne peut se réduire à des déclarations anxiogènes sur des plateaux de télévision, à des négociations par des déclarations de presse interposées, à de la mise en scène d'un dialogue et de fausses promesses. La réalité finit toujours par s'imposer au discours de communication. Car la politique, c'est avant tout des choix qui ont des conséquences économiques, physiques, psychologiques pour de nombreux Français. Des choix qui les impactent dans leur chair et dans leur vie. Oui. Édouard Louis, dans Qui a tué mon père, l'exprime mieux que moi, je pourrais le faire, et donc je veux vous citer son écrit. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche, ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur broiera jamais le dos. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est ceux qui font la politique alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. En résumé, certains se créent des bulles de confort grâce à leur argent, enfermés dans l'idée que le privé vaut mieux que le public, que leurs moyens se permettront de s'adapter à un monde à 4 degrés et qui restent aveugles aux impacts des politiques austéritaires. Illusion construite par et pour les forts, par et pour les puissants. Car les autres n'ont pas le privilège de pouvoir détourner le regard des conséquences de vos politiques. Pourquoi donc les 450 salariés de Vancorex en Isère se réjouissent-ils de vos grandes déclarations sur la réindustrialisation française, alors que comme les salariés d'Arcelor et de Michelin, ils risquent dans quelques mois de perdre leur emploi? Pourquoi les défenseurs Après, on n'est pas un anti-Massier, nous, vous savez, on n'est pas anti-Massier, nous, on est pro-NFP. Quand vous sabrez dans les dépenses pour la rénovation thermique et que vous les laissez le béton remplacer les zones naturelles et agricoles. Pourquoi les Français devraient-ils vous croire quand vous avez martelé que la France était le pays où l'inflation était la plus faible alors que les prix alimentaires ont augmenté beaucoup plus que partout en Europe? Pourquoi les Français devraient-ils soutenir votre politique alors que 55% d'entre eux n'arrivent que difficilement à assumer leurs dépenses courantes? C'est mon cas, en ce moment, je suis à découvert. Se sont mobilisés en masse contre l'extrême droite, vous pardonnerez-ils vos compromissions avec le Rassemblement national? Ils ne le feront pas et nous non plus. Ainsi, dans peu de temps, votre gouvernement sera censuré. La censure d'un gouvernement sans soutien populaire, sans majorité parlementaire et sans dialogue avec son opposition républicaine est inéluctable. Après un gouvernement qui est allé à l'encontre du vote des Français en méprisant l'Assemblée, nous souhaitons un gouvernement qui met en œuvre le changement politique attendu, voulu par les Français et qui s'appuie sur le Parlement. Ainsi, nous réaffirmons qu'il est légitime que la gauche et les écologistes, première force politique de l'Assemblée nationale, gouvernent le pays. Et cela autour d'une route qui, si elle est issue du programme du nouveau Front populaire, se concentre sur les priorités face aux défis auxquels nous devons collectivement faire face. La constitution d'un budget augmentant les ressources de l'État, des mesures efficaces et immédiates contre le réchauffement climatique et une conférence pour l'augmentation des salaires et l'arrêt des licenciements boursiers. Car suite à la censure, le pays ne sera pas paralysé, mais il entrera dans une période incertaine. La censure, c'est la toiture. Il n'est pas souhaitable que les gouvernements tombent les uns après les autres. Pour cela, il faut profondément changer nos habitudes. Car si votre gouvernement tombe, la composition de l'Assemblée nationale restera inchangée.
Tout d'abord, le groupe écologiste et social défend la primauté de la décision collective, du débat public et du travail parlementaire que les membres de la coalition gouvernementale ont fui pendant des mois. Il faut en finir avec l'approche verticale du pouvoir qui est aujourd'hui mis en échec. Le prochain gouvernement devra s'engager à ne pas utiliser le 49.3. C'est la garantie du débat parlementaire et c'est la seule garantie pour qu'un gouvernement ne soit pas censuré. Ensuite, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Beaucoup de place sur le banc de l'Assemblée. J'entends l'ensemble des obsessions médiatiques, politiques, au cours de quelle serait la personne qui demain gouvernera la France. Mais en fait, on prend les choses à l'envers. Pour les écologistes, pour le groupe écologiste et social, la question c'est pourquoi voulons-nous gouverner? Cela doit être déterminant. C'est cette question, la question des politiques menées, qui doivent être prédominantes. C'est dans cet état d'esprit que nous avons proposé 11 mesures prioritaires dans une feuille de route gouvernementale de gauche et écologiste afin de répondre aux urgences et aux préoccupations des Français. Car la première condition de la stabilité, c'est la clarté du projet qui réunit un gouvernement et sa coalition pour mettre un terme au triste spectacle d'une coalition gouvernementale qui se contredit continuellement. Mais aussi, chers collègues de la coalition présidentielle, pour vous mettre face à vos responsabilités. En fait, préférez-vous continuer à sabrer dans l'AME avec l'extrême droite ou souhaitez-vous mettre un plan pour l'hôpital public? Est-ce que vous préférez les fake news à la Bolloré ou enfin agir contre la concentration des médias? Est-ce que vous préférez la remise en cause de l'état de droit à la mise en place de la police de proximité? Monsieur le Premier ministre, après votre censure, il nous reviendra à l'Assemblée nationale de construire un budget qui viendrait réparer ce que vous et vos prédécesseurs avez cassé, qui viendra combler le trou budgétaire que vous avez créé. Vous pouvez rester aveuglé par votre dogmatisme du zéro nouveau impôt, mais dans ce cas, effectivement, il sera difficile d'obtenir un budget, puisque c'est bien le trou que vous avez fait qui aujourd'hui nous amène le déficit insurmontable. Le Rassemblement national sera incapable d'apporter des solutions. Il sait rejeter mais ne sait pas construire. Il refuse la mise à contribution des plus riches, il refuse de revenir sur la politique de l'œuvre qui creuse notre déficit. Leur seule solution, c'est de jeter en pâture les étrangers à qui ils refusent toute aide, leur refusant la moindre aide et la moindre intention qui est pourtant due à n'importe quel être humain. Aujourd'hui, seule la gauche et les écologistes ont le courage d'assurer un changement de politique budgétaire qui met à contribution les héritages dorés, les hauts patrimoines et qui fait de la question de bonus-malus écologique une constante et de la contribution des pollueurs une nécessité. Nous saurons proposer un budget parce que oui, nous avons les idées et les propositions, mais parce que nous avons aussi le courage de venir les défendre dans cette Assemblée et de créer les majorités nécessaires à les faire adopter. Ouais, là, elle réalise qu'elle a trop écrit, je pense. Ouais. Monsieur le Premier ministre, vous censurez aujourd'hui, ce n'est pas être sans gouvernement, mais c'est donner à la France la possibilité d'avoir un gouvernement qui met en œuvre les politiques que les Français méritent. Une politique qui les respecte et qui répond à leurs besoins et à leurs attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur le Président Marc Fesneau pour le groupe démocrate.